tout le monde. On va commencer notre webinaire qui s'intitule aujourd'hui Mass Mailing vs Newsletter. Donc, je m'appelle Marwan Barki. Je vais vous accompagner pour ce webinaire qui va traiter du sujet des campagnes d'emailing en général et des différences entre le mass mailing et les newsletters en particulier. Alors, notre webinaire va s'articuler autour de 4 grands volets. On va commencer d'abord par définir les notions de base en rapport avec l'emailing. Ensuite, nous allons traiter des meilleures pratiques ou des best practices en termes d'envoi de campagnes d'emailing. Nous allons traiter dans la troisième partie les spécificités du mass mailing, ses avantages et ses inconvénients. Et nous allons clore notre présentation avec une description détaillée de ce qu'est la newsletter et de ce qu'elle apporte comme avantages et inconvénients. Alors, avant de passer au vif du sujet, une petite présentation de la communauté B2B Exchange. Donc, c'est une communauté qui rassemble à la fois les entreprises, les apporteurs d'affaires, les startups et les investisseurs, et qui offre un écosystème fertile pour les affaires. Donc, pour les entreprises, elle leur permet d'avoir des opportunités d'affaires. Pour les apporteurs d'affaires, la B2B Exchange leur permet d'apporter des affaires dans un écosystème qui est fiable et qui est sain. La communauté aussi offre aux startups un accompagnement et une formation dans le business, dans le monde de l'entreprise. Et pour les investisseurs, B2B Exchange leur offre pas mal d'opportunités d'investissement. Voilà, donc pour notre première partie du webinaire, nous allons commencer par définir ce qu'est l'emailing. Donc tout le monde, je suppose, tout le monde a une boîte mail et tout le monde envoie des mails sur une base régulière. Donc en général, on peut distinguer deux utilisations d'emailing. L'emailing, on peut l'utiliser dans un cadre personnel où on envoie des mails spécifiques à un ami ou à un collègue pour avoir une information ou pour partager un dossier ou un document. Et deuxième usage de l'emailing, c'est pour promouvoir un produit ou un service. Donc là, on parle de notion de campagne d'emailing qui, comme dit préalablement, ont pour but principal le fait de vendre un produit spécifique ou augmenter la notoriété d'une société. Et le webinaire va traiter en particulier ce deuxième usage-là concernant l'utilisation des campagnes d'emailing pour atteindre les objectifs de vente de toute entreprise. Donc le canal d'emailing est un canal intéressant, tout aussi intéressant que les autres canaux qu'on utilisait usuellement, à savoir les réseaux sociaux ou le marketing offline. Ce qui caractérise ce canal en particulier, c'est son coût très attractif et très réduit. Si on le compare par exemple au coût de sponsoring sur les réseaux sociaux tels que Facebook, le ciblage est plus ou moins maîtrisé. Du moment qu'on a ou qu'on utilise pour notre campagne d'emailing une base de données qui est segmentée et qui contient suffisamment d'informations sur chaque email, on est en mesure de faire un ciblage maîtrisé, contrôlé, et ne pas avoir à, entre guillemets, faire confiance à la data des algorithmes des réseaux sociaux pour tout ce qui est ciblage. L'emailing aussi sont plus intuitifs en termes d'utilisation et n'ont pas besoin de connaissances techniques poussées pour pouvoir lancer par exemple une campagne d'emailing. Pardon.
Donc le canal d'emailing aussi se caractérise ou se différencie par la possibilité de tracking. Donc, on est en mesure, du moment qu'on envoie une campagne d'emailing, de connaître le nombre de personnes qui ont ouvert cet email, le nombre de personnes qui ont interagi avec l'email en cliquant sur un lien ou autre, et aussi le nombre de personnes, par exemple, qui ont jugé notre mail inadéquat ou indésirable et l'ont déplacé en spam. Donc, en ce qui concerne les campagnes d'emailing, on distingue deux grandes écoles, si vous voulez, ou deux grandes manières d'utiliser ces campagnes. La première s'intitule mass mailing et ça consiste tout simplement à envoyer un mail, un contenu de mail à une base de données non segmentée, dont la récolte ou la constitution est aussi inconnue. Donc cet email, cette catégorie de campagne emailing se caractérise en général euh, par un gros taux de spamming et aussi un taux d'ouverture qui n'est pas aussi important que les autres catégories. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes qui étaient cibles de cette campagne ne s'attendent pas forcément au contenu qui a été envoyé et voilà, jugent le contenu intrusif et indésirable. Donc c'est un moyen ou c'est un usage qui est euh, à utiliser vraiment avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que les risques qu'il comporte sont souvent supérieurs à ce qu'il apporte comme avantage. La deuxième catégorie, c'est tout simplement l'email marketing, qui consiste en fait à utiliser les avantages de la segmentation pour envoyer des messages qui sont personnalisés et qui répondent aux besoins de chaque client de manière spécifique. Donc forcément, du moment que le contenu est personnalisé à chaque personne ou à chaque client, le taux d'ouverture et le taux de satisfaction, entre guillemets, par rapport au contenu et à la valeur ajoutée de l'email est plus important. Et donc, forcément, tous les KPI, tous les indicateurs de performance liés à la campagne seront meilleurs que celles du mass mailing. Voilà, donc pour la deuxième catégorie qui rassemble l'email, le marketing, on peut distinguer plusieurs sous-catégories si vous voulez. Donc parmi lesquelles on peut citer la newsletter. Donc pour les personnes qui ne sont pas familiers avec ce terme, la newsletter c'est le fait en fait de s'abonner de manière volontaire à la newsletter qui est présentée sur certains sites web. Donc on peut au cours de la navigation trouver le contenu d'un site web intéressant et on décide de manière volontaire, le mot-clé est le volontariat, de s'abonner à cette newsletter pour continuer à recevoir de manière régulière et périodique ce contenu qu'on a jugé à forte valeur ajoutée. Donc pour les autres types d'emailing, on peut citer les emails de prospection, les emails promotionnels et les emails de fidélisation. Donc, c'est différentes dénominations pour désigner en fait des emails promotionnels qui ont pour but principal de booster les ventes et de prospecter, de trouver de nouveaux clients. Ensuite, on trouve comme sous-catégorie les emails transactionnels. Donc, les emails transactionnels sont des emails qu'on reçoit suite à un achat effectué en ligne. Ça peut être par exemple le fait d'acheter un billet d'avion ou le fait d'acheter un produit e-commerce sur Amazon ou sur un autre site. Donc du moment qu'on a acheté, fait cette transaction, on reçoit un email
pour confirmer la transaction et pour partager aussi des informations liées, par exemple, aux conditions de vente, aux garanties qui sont octroyées par le vendeur, etc. Donc, c'est des emails qui se caractérisent par un très, très fort taux d'ouverture qui se situe entre 90 et 95%. Donc, c'est des emails euh, parmi aussi les astuces ou les bonnes pratiques est d'utiliser ces emails transactionnels pour faire ce qu'on appelle de l'upsell. C'est-à-dire que le client, du moment qu'il a acheté un produit et qu'il s'attend à recevoir ce mail transactionnel, on peut en profiter pour placer des produits qui sont complémentaires aux produits initialement achetés. On est sûr, du moment qu'on le place dans cet email transactionnel, que ce mail-là sera lu et donc aura une plus forte chance d'aboutir à une transaction que si c'était un simple mail promotionnel. On distingue aussi une sous-catégorie d'emails automatisés. Donc, c'est des emails qui sont préconfigurés pour se déclencher au moment où le client ou le prospect fait une action spécifique. Donc, par exemple, on peut configurer un mail automatisé pour qu'il se déclenche du moment que le client appuie sur un lien spécifique sur, sur une page du site web, par exemple, ou du moment que le client navigue et voit un contenu spécifique lié à une catégorie de produits qui est bien définie. Donc, on peut choisir d'envoyer un mail automatisé après que le client ait quitté le site web euh, pour lui envoyer, par exemple, une promotion spécifique, personnalisée, parce que au cours de la première navigation, le client n'a pas acheté. Et donc, voilà, on va en profiter pour voilà, lui envoyer une promotion qui aura une forte chance d'aboutir sur une vente. Voilà, après, pour les personnes qui n'utilisent pas les newsletters ou ne savent pas ce que c'est, donc comme on l'a dit dans la première partie, les newsletters ont pour vocation principale de garder le contact avec les prospects et les clients qui viennent visiter nos sites web. Donc en général, ces prospects qui s'abonnent à la newsletter sont dans un cycle, sont au tout début du cycle de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces prospects-là ont besoin d'éducation, ont besoin de contenu informatif afin qu'ils puissent par la suite aboutir à une décision d'achat. Donc c'est les entreprises en général qui choisissent d'investir en termes de contenu et d'efforts sur la newsletter sont en avantage par rapport à leurs concurrents qui n'utilisent pas de newsletter. Pourquoi? Parce qu'ils initient le lien avec le prospect au tout début du cycle de vente. Et donc forcément, du moment que ce prospect-là a été nourri avec un contenu à forte valeur ajoutée et est maintenant prêt à acheter, son choix se portera premièrement sur ce prestataire ou sur cette entreprise qu'il a éduqué, qui lui a donné des informations suffisantes pour pouvoir acheter. Donc, c'est parmi les bonnes pratiques, on va dire, de l'e-commerce, d'investir dans une newsletter et de s'assurer que le contenu qui est diffusé soit diffusé justement de manière régulière et soit à forte valeur ajoutée pour les lecteurs qui ont choisi de s'y abonner. Et autre point important, ce qui distingue la newsletter, ou on peut dire que la newsletter, elle est associée, enfin, le volontariat et la newsletter vont de pair. C'est-à-dire qu'on ne peut parler de newsletter que lorsque le prospect choisit volontairement de s'abonner. Autrement, on est dans soit du mass mailing ou soit dans des campagnes promotionnelles qui euh, n'auront pas un fort taux d'ouverture comme celui qu'on aurait avec une campagne ou avec un contenu de newsletter.
On va passer à la deuxième partie de notre webinar qui traitera des bonnes pratiques des campagnes d'emailing en général. Voilà, donc la première, enfin le premier point à prendre en considération, c'est le côté légal des campagnes d'emailing. On est censé envoyer des emails qu'aux personnes ou qu'aux clients qui ont choisi de partager leurs informations personnelles. Autrement, on serait hors la loi, éventuellement la loi 0908 qui traite des données personnelles et de la protection de ces données personnelles. Donc, afin d'être conforme à cette loi, l'internaute doit avoir choisi de partager ses coordonnées personnelles, en l'occurrence son adresse mail, et doit aussi disposer d'un droit d'accès pour pouvoir retirer ces informations s'il ne souhaite plus être targeté avec un contenu promotionnel. Donc, l'internaute doit pouvoir, à travers en général un lien, pouvoir exercer ce droit à tout moment et poser toutes les questions concernant ces données personnelles à un responsable du traitement au sein de la société. Donc, afin d'être en général, pour pouvoir être conforme à la loi en vigueur, en tout cas au Maroc, toute entreprise toute entreprise qui collecte des formulaires sur le site web doit déposer un dossier au sein de la CNDP et avoir un numéro spécifique, donc un ID spécifique qui devra être partagé sur ces formulaires pour communiquer aux clients que voilà, nous collectons ces informations conformément à la loi 0908 et voici le dossier enfin le numéro de l'ID qui confirme cela. Alors, deuxième point important à prévoir sur les campagnes d'emailing, c'est ce qu'on appelle les mentions légales obligatoires. Donc, tout client ou tout prospect qui visite ou qui lit le contenu d'un email doit pouvoir trouver de manière naturelle et très rapide, de un, l'information par rapport à quelle entreprise, c'est un mail provenant de quelle entreprise. Donc, c'est une information à prévoir sur le header qui apparaît sur la boîte de réception. La finalité de l'email, ceci doit pouvoir être saisi rapidement aussi à la lecture du titre ou de l'objet du mail. Le client ou le prospect doit aussi pouvoir trouver sur le contenu de l'email un lien pour se désabonner ou pour se désinscrire de la newsletter et un lien aussi pour pouvoir gérer ces informations et les informations qui ont été partagées avec l'entreprise. Donc voilà, après, parmi les bonnes pratiques aussi, c'est de faire figurer sur chaque mail un lien qui s'ouvre sur le navigateur web. Ceci est utile pour pouvoir contourner, par exemple, le fait que le mail ne s'affiche pas sur certains navigateurs qui sont anciens. Donc, pour les personnes qui continuent ou pour les prospects qui ont un navigateur avec une ancienne version, pourraient cliquer sur un lien pour pouvoir voir le contenu de l'email directement sur le navigateur web au lieu que ce soit fait sur une des versions anciennes qu'ils ont sur leur ordinateur. Troisième point très important concerne la base de données. Donc, la base de données qui est utilisée pour les campagnes d'emailing, que ce soit une base de données constituée au cours de la collecte de mails pour une newsletter ou pour une campagne promotionnelle, doit être nettoyée de manière régulière. Donc, ce nettoyage consiste au fait de supprimer d'abord les doublons, toute personne ayant saisi 2 fois ou plusieurs reprises son mail, et aussi ce qu'on appelle les hard bounce,
les bounce en général, donc que ce soit hard bounce ou soft bounce. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, les soft bounce sont des mails qui ont été rejetés par le serveur du client parce que, par exemple, le contenu ou la pièce jointe au mail est trop volumineuse. Donc, c'est un bounce qui peut être contourné par le fait d'envoyer une pièce jointe à taille moindre, par exemple. Les hard bounce sont les rejets de mails qui sont dus au fait qu'une adresse, par exemple, est erronée ou que le propriétaire de l'adresse mail a choisi volontairement de bloquer le destinataire. Donc, c'est ces mails-là en particulier, les hard bounce, qu'il faut supprimer le plus rapidement possible et veiller à ce que ce soit fait régulièrement afin de ne pas abîmer la notoriété et le taux de délivrabilité des campagnes d'emailing qui viendront par la suite. Quatrième point, c'est du bon sens en fait. C'est le fait que le mail ou le contenu du mail doit avoir un message qui soit clair et qui soit euh, fa facilement saisissable par le prospect. Donc cela commence par une promesse forte, une promesse qui résonne ou qui parle au prospect et qui l'aide à atteindre un de ses objectifs. Ça peut être un objectif financier ou un objectif de santé ou tout objectif pertinent du point de vue du prospect. Ensuite, une des bonnes pratiques aussi, c'est d'insérer, que ce soit dans le titre ou dans le contenu du email, ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Donc, c'est des questions dont la réponse est évidente, est affirmative, mais le fait de les placer tout au long du contenu on va dire, va framer le prospect ou va le cadrer ou le préconditionner pour qu'il dise oui par la suite à la proposition commerciale que vous allez lui faire. Donc, ça peut être le fait de l'inviter par la suite à assister à un webinar ou à acheter un produit directement sur la marketplace du site. Donc, le fait de placer ces questions rhétoriques préalablement à la décision qui compte augmenteront la probabilité d'achat du client. Ensuite, bien évidemment, il faut prévoir sur tout email envoyé à une base de données un call to action qui soit visible et veiller à ce qu'il n'y a pas de distraction autour de ce call to action. Donc, le client doit naturellement être amené à cliquer sur ce bouton et à faire l'action désirée par la suite sans qu'il ait de contraintes ou de distractions qui attirent son attention ou qui dévient son attention. Donc, parmi les bonnes pratiques aussi est le fait d'utiliser un design responsive. Donc, par responsive, on veut dire un design qui s'adapte à la taille de l'écran utilisé par le prospect. Donc, ceci consiste à ce que la police et le contenu soient conçus et rendus de manière différente en fonction du device du prospect et que la taille, par exemple, de la police soit lisible, quel que soit le téléphone. Donc, le mail doit le prospect ne doit pas zoomer ou avoir du mal à lire le mail. La lecture doit être faite de manière fluide et l'expérience de lecture en général doit être satisfaisante. Autrement, le client risque de se désabonner ou de placer le courrier en tant que courrier indésirable. Donc, parmi les bonnes pratiques aussi, le fait d'utiliser le tracking.
C'est à mon sens quelque chose d'indispensable et c'est dommage et aussi stupide à mon sens de ne pas tirer profit de cet outil extraordinaire qui consiste à collecter de la data par rapport à l'action ou à la réaction de ses prospects suite à l'envoi d'une campagne d'emailing. Le fait d'utiliser un email avec les outils de tracking va pouvoir nous permettre de connaître le nombre ou le taux d'ouverture de cet email. Sur 100 personnes, combien de personnes ont ouvert cet email? Et aussi, sur certaines plateformes assez développées, assez poussées, on peut voir aussi le taux de clic par lien inséré sur cet email. On peut voir aussi les horaires ou les créneaux d'ouverture et utiliser ça comme input pour pouvoir optimiser par la suite l'horaire ou le créneau d'envoi de l'email par la suite. Donc c'est une mine d'or, c'est quelque chose qui doit être utilisé afin d'optimiser les campagnes d'emailing qui viennent par la suite. Donc, outre le contenu d'email, il faut aussi penser à optimiser la landing page, ce qu'on appelle la landing page de la campagne d'emailing. C'est tout simplement la page d'atterrissage sur laquelle le prospect atterrit une fois qu'il clique sur votre call to action ou sur votre bouton d'action. Donc, cette page, à l'instar de l'email, doit être responsive. Et en plus de ça, il faut que ce qu'on appelle le look and feel ou que la charte graphique de cette landing page soit similaire à celle du contenu d'email. Le prospect ne doit pas se sentir désorienté du moment qu'il atterrit sur la landing page, mais doit sentir limite que la landing page fait partie du mail initial, afin que l'action désirée sur cette landing page puisse être réalisée par le prospect. Enfin, parmi les bonnes pratiques aussi, c'est la personnalisation du message. Donc, vous devez peut-être, vous avez déjà utilisé le paramétrage ou la personnalisation du prénom. Du moment que cette donnée-là ou cette valeur figure sur la base de données, on est en mesure de commencer le mail en citant le prénom du prospect en particulier. Mais les bonnes pratiques de personnalisation veulent aussi qu'au-delà du prénom et des données spécifiques à l'entreprise, par exemple, qu'on puisse aussi personnaliser le contenu envoyé à ce prospect-là et s'assurer que ce contenu s'adapte au mieux ou au plus aux besoins réels de ce prospect. Donc, plus ce contenu est personnalisé, et plus les chances de conversion de ce prospect augmentent. Cela va de pair en général. Alors, on passe maintenant à la troisième partie de notre webinaire. On va laisser les questions pour la fin du webinaire. Donc, je suis en train de voir les questions, mais je répondrai à l'ensemble des questions à la fin du webinaire. Donc, le mass mailing, comme on a expliqué ça brièvement au tout début de notre webinaire, consiste au fait d'envoyer un mail de manière, on va dire, en vrac à une base de données qui n'a pas forcément donné son consentement pour recevoir cet email et qui ne s'attend pas à notre contenu. Donc c'est une on va dire c'est une catégorie ou c'est une manière d'envoyer des campagnes d'emailing qui comporte certains avantages, parmi lesquels on peut citer le fait d'acquérir de nouveaux clients. Mais là encore, quand on fait ou quand on calcule les ratios,
l'acquisition ou le taux de nouveaux clients reste très réduit comparé à ceux qu'on aurait à travers une newsletter, par exemple. Ça permet, enfin, parmi ces avantages, et le fait aussi que cela ne nécessite pas énormément de travail. C'est-à-dire qu'une newsletter nécessite beaucoup plus de travail pour pouvoir éduquer le prospect avant de lui envoyer une offre commerciale. Alors que dans le mass mailing, en général, les personnes qui utilisent cette méthodologie envoient en vrac une offre commerciale directement sans préliminaire et sans préconditionnement préalable auprès de la base de données. Donc, c'est aussi une catégorie de campagne qui ne coûte pas trop cher et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas eu énormément d'investissement dans le contenu dans le contenu de la newsletter et la constitution s'est faite auprès d'un autre prestataire, auprès d'une autre entreprise. Donc, il n'y a pas eu d'investissement fait au sein de l'entreprise qui utilise cette base de données. Donc, parmi les inconvénients, l'inconvénient principal est le risque de spam et le risque de blacklist. Donc, ce qu'il y a à noter ici, c'est que les prestataires tels que Outlook ou Gmail, du moment qu'ils se dotent d'un envoi en masse avec un fort taux de spamming. Donc, la première réaction qu'ils ont, c'est le fait de blacklister ce nom de domaine. Le nom de domaine originaire de la campagne. Et s'ils voient que ce taux de spamming est trop important par rapport aux normes ou par rapport aux standards en la matière, ils vont plus loin que ça et ils vont blacklister aussi l'adresse IP dans la campagne, l'adresse IP originaire de la campagne. Donc, ceci aura un impact non seulement sur la campagne actuelle qui a été lancée, mais aussi sur les campagnes futures, parce que du moment qu'ils utilisent la même adresse IP, soit cette adresse sera blacklistée, soit elle aura un taux de délivrabilité très faible comparé à la normale. Donc, c'est pour ça que je disais au tout début de notre webinaire que c'est vraiment un moyen à utiliser euh, avec beaucoup d'attention. Et limite, si on peut investir dans une newsletter et pouvoir faire grandir notre base de données de fans et de prospects avec de l'inbound, avec la valeur ajoutée de notre contenu, c'est beaucoup, in fine, c'est un investissement qui peut sembler difficile au début, mais qui donnera enfin, des résultats beaucoup plus concrets par la suite que si on se contente d'un- de, de campagne de mass mailing faite en vrac. Alors, on passe à notre dernière partie qui va traiter des avantages et des inconvénients de la newsletter et de son utilisation. Donc, parmi les avantages de la newsletter, comme on en a discuté au tout début de notre webinaire, c'est le fait d'augmenter la notoriété du site web. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on augmente la notoriété et le trafic du site web, mais aussi on améliore ce qu'on appelle le brand equity, ou la perception, ou la valeur de la marque de l'entreprise auprès des prospects. Pourquoi? Parce que cette newsletter est en train d'éduquer les prospects ou les followers, et donc forcément l'image ou la perception qu'ils ont de cette entreprise sera revue à la hausse après qu'ils aient reçu quelques mails de la newsletter. Ceci est dû au fait à l'implication émotionnelle des prospects parce que ces prospects-là ont choisi de recevoir le contenu de la newsletter et continuent à percevoir de la valeur ajoutée gratuite de la newsletter. Donc forcément, ces prospects-là sont engagés et seront beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus ouverts à une proposition commerciale qui viendra par la suite
une campagne de mass mailing, par exemple. Donc ceci, d'autant que ces clients-là, du moment qu'on voit que certains prospects nous suivent de manière fidèle et réagissent de manière positive à notre contenu diffusé, on peut choisir aussi de les récompenser par rapport à ça, ou de diffuser leurs commentaires par rapport à nos services. Donc c'est des dommages collatéraux, c'est des avantages, on va dire, secondaires, mais qui ont aussi leur importance pour l'image de marque et la brand equity de l'entreprise. Enfin, du moment qu'on a suffisamment nourri nos prospects avec du contenu à valeur ajoutée, on peut choisir de faire de la publicité. Et par publicité, ça peut être soit publicité de nos propres produits, c'est-à-dire en invitant ces prospects-là à acheter ce qu'on leur offre, ou alors, parmi les pratiques aussi, c'est d'introduire ces prospects-là à une offre complémentaire ou à une offre d'un partenaire en lui disant, ou en se basant sur notre brand equity construit pour recommander un partenaire ou quelqu'un qui est intéressé par notre audience. Donc ceci se fait en général moyennant une compensation financière ou autre, mais c'est parmi aussi les pratiques qui se font une fois que la base de données d'un newsletter est établie et contient suffisamment de prospects. Donc les inconvénients de la newsletter, euh, c'est bon, bien sûr, cela nécessite une implication de l'entreprise, euh, de tous les membres de l'entreprise, en commençant par le top management, parce il faut commencer par dresser une ligne éditoriale. Quel est le contenu qu'on va choisir de diffuser ou la catégorie de contenu? Comment ce contenu-là sera collecté et rédigé? Qui va faire ça? Quelle périodicité va être utilisée pour la newsletter? Quelle est la périodicité idéale qui va minimiser à la fois le taux de désabonnés et augmenter ou optimiser le taux d'ouverture et le taux d'engagement? Donc, tout ceci nécessite des efforts, nécessite de l'investissement à la fois en temps et un investissement financier avant de pouvoir résulter ou avant de pouvoir avoir un produit ou une newsletter qui a une valeur sûre auprès de nos prospects. Voilà, donc on vient à terme de notre webinaire. Je vous remercie à tous de m'avoir accompagné pour ce webinaire. Et si vous avez des questions, je vous prie de les poser sur le chat pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors, je vois qu'il y a certaines questions qui ont déjà été posées. La première étant, quelle police convient le mieux pour la signature en bas de l'email pour qu'il s'affiche correctement sur les smartphones, pièces, etc. Alors, il n'y a pas de police en particulier qui s'affiche mieux ou moins bien qu'une autre. Le point important ici est de prévoir une taille qui se situe entre 9 et 11 par exemple, pour que toute personne qui lit les caractères puisse les lire sans avoir à zoomer, si c'est sur un smartphone, ou sans avoir à mettre les lunettes. Donc l'autre point important à prendre en considération ici est ce qu'on appelle le contraste. Donc si on utilise des mails avec un fond ou fond, un arrière-plan qui est blanc et une écriture qui est noire, ce problème ne se pose pas. Mais si on utilise un template avec des couleurs différentes du bleu ou autre, il est très important de s'assurer que le contraste entre la couleur de l'écriture et de l'arrière-plan soit suffisamment visible. Et le point important à citer ici est que ce n'est pas parce que nous, jeunes ou moins jeunes, n'avons pas du mal à lire le mail
qu'une personne qui a 50 ans ou 60 ans, qui a, je sais pas, qui a peut-être eu des événements dans sa vie qui ont rendu sa vision faible, va pouvoir le faire. Donc, il y a des logiciels qui sont qu'on peut utiliser, qui sont gratuits sur Internet, qui vont pouvoir nous dire si le contraste est correct ou pas. Dans le cas échéant, il faut changer les couleurs pour que ce soit bien contrasté. Alors, autre question, comment faire une fois qu'on est blacklisté par les FAI? Alors, moi, je reformulerai cette question de manière différente. Je dirais comment il faut faire pour éviter d'être blacklisté par les FAI. Parce que du moment qu'on est blacklisté, c'est contraignant et c'est difficile de contourner ça. Le plus smart et le plus intelligent étant d'éviter ça en se basant sur les bonnes pratiques qui ont été partagées au cours de ce webinaire et en ayant recours le moins possible au mass mailing. Après, si jamais ça a été fait avant ce webinaire et qu'il faut contourner ça, donc la première des choses étant d'utiliser un serveur qui est différent. Le blacklistage des FAI est fait par serveur. Donc, c'est en général le serveur SMTP qui a été utilisé pour la campagne d'emailing, quelle qu'elle soit. Et il y a aussi des logiciels, enfin des sites sur Internet qui sont gratuits, qui vous permettraient de connaître quels sont les sites web qui sont blacklistés. Donc, du moment qu'on utilise un autre site web, un autre serveur, pardon, et un autre nom de domaine, on pourra continuer à envoyer des campagnes d'emailing et en faisant attention cette fois-ci à ne pas être blacklisté. Alors, autre question, comment s'assurer que les adresses email dans notre base ont exprimé le consentement? Alors, ceci, c'est très simple. En fait, avant de pouvoir envoyer un mail, enfin, avant de pouvoir saisir un formulaire, le prospect doit impérativement cocher une case disant que j'ai conformément lu les conditions générales d'utilisation et que j'accepte de partager mes données personnelles avec telle entreprise, avec votre entreprise en l'occurrence. Et il faut conditionner l'activation du bouton avec le fait de cocher cette case. Et c'est en faisant cela qu'on sera conforme à la loi en vigueur au Maroc, en l'occurrence, mais aussi aux lois qui sont en vigueur en Union européenne ou aux États-Unis. Email, votre adresse IP. Question se pose pour les contacts existants dans la poste. Ok, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres éclaircissements à apporter par rapport au point exposé? Si c'est le cas, merci de poser votre question sur le chat. Comment obtenir le serveur SMTP? Alors, quand vous dites obtenir, est-ce que c'est le fait d'utiliser le serveur pour une campagne d'emailing? Si c'est le cas, alors vous devez avoir recours ou consulter votre hébergeur. Donc, si vous avez un hébergeur ou un hébergement pour votre site web, il suffit de contacter cet hébergeur et de lui dire, de lui exprimer votre besoin par rapport aux campagnes d'emailing. Et voilà, en général, tous les hébergeurs ont une offre d'emailing